L'actu décalée de ce mardi 23 août 2022, alors que les derniers éléments de la force Barkhane ont quitté le pays il y a quelques jours. Le Mali, dans une lettre au Conseil de sécurité des Nations Unies, a affirmé à travers son ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, que la France a violé son espace aérien à plusieurs reprises et livré des armes à des combattants islamistes dans le but de déstabiliser le pays. Mieux, le pays affirme avoir les preuves de ces allégations, pour ne pas dire accusations. D'où la question qu'on se pose ce matin au détour de l'actu décalé. Tension entre le Mali et la France, jusqu'où ira Goïta? Pour y répondre, deux internationalistes habitués de ce plateau, consultants et analystes géopolitiques, Olivier Michel de Compos et Hamzat Abdoulaye. Messieurs, bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour et bonjour téléspectateurs. Alors, d'entrée de jeu, en vue de situer les uns et les autres, rappelez-nous quelle est concrètement la pomme de discorde entre les deux parties, la France et le Mali. Olivier Michel? Alors, la pomme de discorde, il faudrait quand même remonter assez loin, dans les événements pour pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors, si on veut faire vraiment court, parce que le temps qui nous est imparti ne suffira pas vraiment à faire l'historique de cette conflictualité entre le Mali et la France, mais on peut quand même remonter jusqu'en 2020, c'est-à-dire déjà à l'époque du coup d'État. Du coup d'État de août 2020 par les militaires. Et ensuite, celui de mai 2021, qui a été qualifié donc de coup d'État par les autorités françaises, bien sûr, de coup d'État dans le coup d'État, et qui est venu marquer comme le point de départ de cette conflictualité, parce que qu'il vous souvienne que lors du premier coup d'État, celui de août 2020, il y avait eu comme une sorte d'arrangement et toutes les parties s'étaient entendues sur la marche à suivre pour pouvoir sortir donc de cette phase de transition. Mais il est arrivé donc ce nouveau coup d'État, ce que les autorités maliennes ont qualifié de changement de trajectoire ou de redressement de la transition pour donc remettre les choses à l'endroit où elles devaient être. Et cela a donc grandement et gravement tendu et détérioré les relations entre la France et le Mali, qui à partir de cet instant-là ont commencé donc par donner jour à ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Mais également, il faut annoncer tout ce qui s'est passé autour, avec l'implication de plus en plus importante d'un partenaire comme la Russie par exemple, qui est rentré dans le jeu également, et donc avec lequel le Mali a décidé de renforcer ses liens de coopération, ce qui n'a évidemment pas plu à la France, et qui a donc à un moment donné décidé, un peu comme on le dit, c'est soit les Russes, soit nous. Et donc a suscité donc la décision des autorités françaises, notamment en juin 2021, de partir donc du Mali, si tant était que les autorités maliennes faisaient le choix de la Russie de collaborer avec la Russie, donc en l'occurrence le groupe Wagner, et qui vous souviennent toutes les tractations et toutes les polémiques que cela a suscité à l'époque. Alors, nous sommes donc entrés dans une phase d'action-réaction, comme j'aime l'appeler, c'est-à-dire entre action venant donc du Mali et réaction venant de la France. Nous avons peut-être l'occasion de développer un peu plus cet aspect des choses qui est assez intéressant quand même à observer. Et donc, tout un tas de faits, tout un tas d'éléments, d'événements qui se sont donc succédés et qui n'ont fait que détériorer davantage et dégrader davantage les relations. On a eu, par exemple, l'expulsion de l'ambassadeur qui aurait tenu des propos désobligeants vis-à-vis des autorités maliennes. On a également la suspension d'émissions des chaînes RFI et France 24. RFI et France 24, tout cela donc mis ensemble, et beaucoup d'autres. On est allé même jusqu'à demander à ce que le ministre, à l'époque, le ministre d'alors des Affaires étrangères d'alors, vienne comparaître. En tout cas, on l'accuse. Donc, il y a tellement de faits, d'événements, et chaque fois, c'est comme on a l'impression que c'est un long feuilleton avec des rebondissements, des épisodes. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un autre
cas de figure. Un nouveau développement de voilà, cette crise dont on va parler tout à l'heure. Dont on va parler tout à l'heure, à Hamzat Abdoulaye. Alors, Olivier Michel de Campos. Si vous permettez, juste, pour ne pas l'oublier, il faudrait quand même inscrire dans ce même registre la situation avec les 49 militaires ivoiriens. Parce que tout cela fait partie, au Mali, tout cela fait partie de cet environnement conflictuel. Exactement. D'accord, donc une série d'événements qui s'enchaînent, Hamzat Abdoulaye, en rapport avec cette tension entre le Mali et la France. À l'instant, Olivier Michel nous faisait un peu, on va dire, l'historique, évidemment, à commencer par 2000. Le premier coup d'État, évidemment, puisque cela remonte évidemment bien plus loin que ça. Mais pour faire court, on s'arrête à l'an 2000, notamment ce premier coup d'État intervenu. Au détour de cette série d'actions, justement, il y a par exemple cette rupture des accords de défense avec la France. Oui, c'est une suite logique par rapport à cette escalade de tension et cette escalade diplomatique aussi, militaire aussi, il faut le dire. C'est une suite logique. On s'attendait au départ de la force Barkhane de la France, mais derrière, on se disait aussi comment cela va pouvoir se gérer sur l'aspect politique et diplomatique. Donc, je pense que le Mali est entré dans une phase de conflit diplomatique et stratégique complètement ouverte par rapport à la France, et le dit clairement et manifestement. Maintenant, la pomme de la discorde, cette fois-ci, concerne précisément la question du réarmement ou de l'armement de terroristes et djihadistes. Le Mali accuse la France donc de... Pour ce qui est du dernier développement, d'accorder... Évidemment. Bon, je vais y arriver par rapport au développement, mais je pense que le Mali, cette fois-ci, accuse la France de venir en aide par rapport à la stratégie, par rapport à l'information aux terroristes. Et c'est grave si cela s'avère juste. Je pense que si le ministre des Affaires étrangères malien a remonté l'information jusqu'à l'ONU, c'est qu'il existe réellement des preuves pour pouvoir soutenir S'il a été clair, les preuves existent. Exactement. Donc si ces preuves existent, ce serait grave. Bien sûr, la réaction derrière, il faut l'analyser aussi. La réaction de la France est une réaction qu'on peut aussi analyser sous différents angles. La France a battu en brèche ses arguments en disant que, bien entendu, il n'en est évidemment rien et que ça relève vraiment d'un certain manque de respect vis-à-vis du combat de la France au Mali depuis 2013. Qui a perdu plusieurs soldats, une cinquantaine de soldats. Et cela s'avère aussi juste quelque part. Mais il faut dire aussi que nous sommes face à un nouveau cycle. C'est-à-dire le cycle où plusieurs États africains rejettent de plus en plus non seulement la diplomatie française, mais aussi les interventions, que ce soit françaises ou occidentales, même sous l'égide de l'ONU, parce que techniquement, malgré la présence de ces forces de maintien de la paix ou de la sécurité, eh bien, techniquement, cela n'a pas résolu grand problème. Prenez le Soudan du Sud, prenez le Mali, par exemple, la RDC, le Burkina Faso. C'est que les conflits ne s'arrêtent pas malgré ces interventions. L'appui. Donc, ce qui pose un problème très conséquent par rapport à l'organisation du terrorisme dans ces régions. Est-ce que derrière, il n'y a pas une main noire qui finance, une main noire qui informe? Et pour le Mali, ici, c'est la France. Bon, je ne saurais m'avancer sur le terrain, mais les accusations sont quand même graves. Et elles parlent d'elles-mêmes, en fait. Olivier Michel de Campos. Oui, tout à fait. Et ce que moi, je voudrais quand même souligner, c'est que, comme on le disait à l'entame, nous sommes là dans un cadre de détérioration, une nouvelle étape dans la détérioration des relations entre deux pays. Mais une fois n'est pas coutume, ce qui est intéressant de remarquer ici, ce n'est pas tant la conflictualité en elle-même, mais c'est plutôt les modalités d'expression de cette conflictualité. Parce que là, nous sommes dans une situation où le Mali est quand même allé très loin. Aller très loin parce que, premier élément, deux éléments majeurs que je vais quand même évoquer. Premier élément,
déjà, c'est quand même assez rare qu'un pays occidental, je précise bien, soit ainsi indexé, aussi directement, même permanent du Conseil de sécurité, de ce genre de violations, d'agressions, d'actes d'agression. On est plus habitué à ce que cela soit attribué à des pays comme la Fédération de Russie ou la République populaire de Chine. Mais on se rend compte aujourd'hui que non, c'est la France, donc un pays donc, occidental, qui est directement indexé par... Qui a d'ailleurs la réputation d'aider sur le continent à combattre le terrorisme, qui aujourd'hui est accusé d'encourager le terrorisme, de fournir des informations. Tout à fait, quand même assez préoccupant. Et deuxième élément également, c'est la saisine même du Conseil de sécurité. Justement. Qui est quand même un événement assez majeur. Et on s'imagine bien que le Conseil de sécurité en lui-même, qui est quand même l'instance chargée et qui a un rôle prépondérant dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale, ne peut pas quand même avoir en son sein des États qui, en grippe, seraient soupçonnés. Donc, et menacent finalement la sécurité. Voilà, menacent la sécurité. Et c'est ça justement ce qui est assez particulier dans ce cas précis et qui vraiment sort de l'ordinaire parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de fait. Alors, également, il faut souligner que les autorités maliennes, certainement, elles ont des raisons, en tout cas, suffisamment d'éléments pour avancer ce genre d'accusations qui sont quand même assez graves. Et elles ont dit qu'elles ont des preuves de ce qu'elles avancent. Alors, on verra bien ce que tout cela donnera. Mais ce sur quoi je voudrais mettre l'accent pour finir, c'est que quand vous lisez un peu le communiqué des autorités maliennes par rapport à cette saisine-là du Conseil de sécurité, il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant dedans, c'est que le Mali se réserve le droit d'activer un mécanisme de la Charte des Nations Unies, l'article 51. Qui donne le droit légitime de légitime défense, je veux dire. À riposter. Ouais, le Mali a-t-il les moyens de sa politique? J'ai envie de demander. Oui, mais c'est pour dire à quel point, parce que ça, l'ONU appelle ça le droit naturel à la légitime défense. Alors donc, c'est pour dire jusqu'à quel point on est arrivé dans cette conflictualité-là entre les deux acteurs sur ce terrain. Oui. Alors justement, pour parler de cette saisine, quelles en sont les chances concrètement? D'où la question qu'on se pose ce matin, jusqu'où ira Goïta Assimi, le chef de la junte au pouvoir, de la transition, si vous le voulez. Oui, jusqu'où il ira, je pense que en tout cas dans son action, on sait qu'il veut aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, c'est mener le combat jusqu'à terme, c'est-à-dire faire en sorte que sa politique puisse aboutir, justement. Maintenant, est-ce que cette saisine va forcément aboutir à quelque chose de concret? Là est la question. Et quand vous rappelez aussi que, en fait, vous posez cela sous forme de question, est-ce que le Mali dispose réellement des moyens pour faire face, ou en tout cas pour montrer une légitime défense de façon concrète sur le terrain? Et, triste de le constater, non. Le Mali n'a pas vraiment les moyens. L'appui du groupe Wagner, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. En tout cas, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines avec les rapports très, très étroits entre le Mali et la Russie, qui se sont d'ailleurs manifestés par l'appel avec le chef de l'État de la Russie, Vladimir Poutine, et Assimi Goïta. Donc, outre cela, moi je crois aussi que la force, et c'est la leçon la plus importante et la plus fondamentale qu'il faut retenir, la force mise en avant par les Occidentaux depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale comme étant le moyen pour régler les problèmes des Africains a été un échec. Et cet échec se perpétue à travers le temps. Le cas du Mali en est l'exemple palpable. C'est que la force n'a pas réglé le problème malien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faudrait plus axer les stratégies sur le social. Parce que plus on mise sur... Les problèmes existent déjà avant la venue des forces occidentales au Mali. Mais cela n'a pas réglé ce qui existe. Il faut préciser que l'arrivée des forces occidentales au Mali est justifiée par le terrorisme.
Oui, en gros. Un terrorisme qui est issu quelque part aussi d'une provocation de ces mêmes Occidentaux à travers la crise libyenne. Voilà. Non, historiquement s'il n'y avait pas eu une déflagration en Libye, je pense que il y aurait peut-être eu un terrorisme. Le Mali et le Burkina ne souffriraient pas autant du terrorisme. Comme c'est le cas aujourd'hui. Et la menace... on suppute. Oui, c'est vrai qu'on fait des suppositions, mais je pense que les analyses ont montré de façon claire que l'origine, en tout cas, est à 70%, voire même plus, à la crise libyenne. Donc, l'impact aujourd'hui est étendu sur toute la zone sahélienne. Et même les pays du Golfe, tels que le Bénin, tels que le Togo, sont directement des menaces, sont directement menacés, j'allais dire, par cette crise sécuritaire et terroriste. Donc, pour ma part, il faudrait que les gouvernements africains puissent véritablement se concerter et discutent autour de la table pour décider des solutions concrètes liées à ce problème. Parce que le Mali aussi est seul dans cette bataille, il faut le dire, face à certains États, même au sein de la CEDEAO, qui se muent en silence. Oui, alors, il y a le cas des Ivoiriens, par exemple, des 49 militaires ivoiriens qui a un conflit en terre malienne. Comment se joue tout ça, Olivier Michel de Campos? Oui, bon, avant de répondre à cette préoccupation, quand même, après on va ouvrir évidemment l'antenne. Oui. Si vous permettez, dire un mot sur les chances, en tout cas. Oui, par rapport à cette saisine. Par rapport à cette saisine-là, déjà, je remarquerai le timing. Le timing et l'environnement dans lequel cela s'est produit. Il ne faut pas quand même oublier que c'est la présidence chinoise qui assume donc les rênes du Conseil de sécurité de l'ONU actuellement. Et dont fait partie la France. Dont fait partie la France. Et pas le Mali. Et ironie, peut-être la Russie aussi. La Russie, et oui. Pas le Mali. Et pas le Mali. Le Mali n'est pas du tout ni membre, n'est pas membre permanent, non permanent, pardon, non permanent, donc n'est pas du tout membre du Conseil. Et donc c'est la Chine, donc allié très important de la Russie, mais également du Mali, surtout du Mali, qui est donc à la manœuvre. Qui préside donc le Conseil de sécurité. Alors on peut supposer, ce n'est pas dit que cela pourrait donc être automatique et que la réunion d'urgence demandée par le Mali pourrait être d'actualité. Alors l'autre chose également, c'est que le mois prochain, c'est-à-dire le mois de septembre, c'est la France qui prend la présidence. D'accord. Donc, on peut se dire que le Mali s'est dit il faut peut-être qu'on le fasse maintenant avant que la France ne prenne la présidence. Parce que si la France prenait la présidence, les choses pourraient être plus compliquées. Il est évident qu'une telle requête ne pourrait peut-être pas aboutir. Maintenant, l'autre chose, c'est que sur les chances réelles d'aboutissement de cette requête, alors c'est assez complexe à analyser parce qu'une saisine a été faite. Et normalement, selon les règles, les Nations Unies, entre le Conseil de sécurité, étant garant du maintien de la paix et de la sécurité, se doit au moins d'apporter une réponse à cette requête. C'est quand même un État souverain, un État membre qui lance un griffe, un cri d'alerte, et qui quand même, non des moindres, et non pas des moindres, vers un membre permanent du Conseil de sécurité. Donc cela devrait susciter au moins, ne serait-ce que l'intérêt des membres du Conseil pour statuer, chercher à savoir qu'est-ce qui se passe concrètement. Peut-être examiner les preuves dont parle le Mali pour voir ce qu'il en est. Surtout quand on sait justement que les forces Barkhane ont totalement quitté le pays il y a quelques jours et c'est pratiquement au lendemain donc que cette saisine intervient. Est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi, Hamzat, que c'est une manière pour le Mali justement de prendre des garde-fous pour se dire ok, ils ont quitté le territoire, mais puisque même étant sur le territoire, on supputait déjà qu'ils fournissent des renseignements, il n'est pas impossible qu'ayant quitté le territoire dans ces conditions, ils poursuivent leur manœuvre. Donc, on fait cette saisine pour mettre en garde les uns et les autres, pour que justement les dispositions soient prises, pour se mettre à l'abri en fait. Je crois qu'on est dans la dynamique comme je l'ai dit en début, d'une suite logique des événements. C'est que la France est partie, mais il faut faire le point et le bilan par rapport à ce qui fut fait sur le terrain. Sur le territoire malien. La force Barkhane a tenté en tout cas de régler le problème à sa façon, en essayant peut-être de faire des frappes ciblées sur certains groupes terroristes, mais ça n'a pas réglé le problème fondamental qui est le terrorisme, qui continue d'ailleurs. Maintenant, qui alimente ces terroristes ? Qui informe cette terroriste ? Dernièrement, la toute dernière attaque faisait mention d'utilisation d'armes sophistiquées, de drones. Alors,
si les Maliens en sont arrivés à accuser la France, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu, ni le contraire d'ailleurs. Donc, je pense que nous en sommes arrivés à un stade où le Mali a quand même la possibilité de manifester clairement l'implication de la France, ou en tout cas des acteurs majeurs proches de la France dans l'exacerbation de ce conflit qui perdure. La question est évidemment de savoir comment la France va réagir les jours à venir. La France n'est pas partie de la région, la France est toujours dans la région et la France a toujours les moyens technologiques, militaires, de pouvoir accentuer le problème si elle le désire. Mais aujourd'hui, la réponse des États africains est claire. Les États ne veulent plus de l'implication de cette France-là au sein des problèmes africains. Ils veulent régler leurs problèmes, mais ils ne veulent pas que le problème perdure avec la main noire. Mais quels sont les moyens dont disposent les États africains pour régler justement leurs problèmes à leur manière? C'est là une autre paire de manches, sinon c'est là une autre interrogation. Les moyens, surtout financiers, sont très peu. À l'heure où nous parlons, les moyens sont très réduits. D'ailleurs, la majorité des aides financières provient de l'Occident, la majorité, que ce soit au niveau de l'Union africaine, de la CEDEAO, et même au sein des États africains. C'est la réalité. À partir de cet instant, est-ce qu'on n'est pas fondé à se dire que ce genre de combat, finalement, est perdu d'avance, Olivier Michel de Campos? Après votre réponse, on nous l'antenne et on reçoit peut-être 2-3 intervenants. Donc oui, est-ce qu'on n'est pas fondé à se dire que ce genre de combat est perdu d'avance quand on sait que les moyens viennent de l'Occident? Et quand on dit qu'on ne veut pas d'ingérence de l'Occident dans la gestion de ce genre de crise, est-ce qu'on ne se fourvoie pas? Non, vous savez, c'est un besoin légitime quand même venant d'États indépendants, d'États souverains, de vouloir régler leurs problèmes par eux-mêmes. Arrêtons de prendre déjà l'argent qui vient de l'Occident. Oui, mais c'est pas... L'indépendance, c'est aussi ça. Hein? C'est pas si simple, c'est pas si simple que ça. Là, on est en train de parler de tout un mécanisme qui entoure ce genre de prêts ou de financement, d'aide au développement. C'est tout un mécanisme et c'est pas facile d'en sortir. C'est vrai que des États ont fait des efforts pour pouvoir en sortir, mais c'est pas tout à fait aisé. Mais l'autre chose, c'est que lorsque je reviens sur le cas de la saisine du Conseil, vous savez, l'objectif du Mali, c'est peut-être pas forcément qu'il y ait une réunion et qu'on statue, qu'on condamne la France ou quoi que ce soit de ce genre. Mais il faut quand même observer qu'il y ait réunion ou pas réunion, l'objectif du Mali est atteint. Parce que là, il y a un coup dur qui est porté. Il s'agit d'alerter, justement. Non seulement d'alerter, mais d'indexer, de pointer du doigt quand même une puissance des Nations Unies. Et donc, il y a un coup clair qui est porté à la France qui... je le disais à l'entame, on est dans un cadre d'action-réaction. Et on se rend compte vraiment aujourd'hui que c'est plutôt le Mali qui a la manœuvre. Vous observerez que toutes les je ne vais pas dire attaques, mais tout ce qui se passe, c'est plutôt le Mali qui a la manœuvre, qui lance, et que la France réagit derrière. Et le problème, c'est qu'elle réagit plus ou moins de façon inadéquate. Et c'est ce qui suscite davantage les sentiments anti-français et tout ce que ça on ouvre l'antenne à compter de cet instant. Bonjour, bienvenue au tout premier intervenant de ce jour. Présentez-vous, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, merci de vous présenter. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Diminuez le volume de votre poste téléviseur et présentez-vous. Oui. On vous écoute. Ok, je pense que ce que Mali est en train de faire, c'est un faux combat. Un faux combat. Avec ce qui se passe actuellement, donc le Mali est en train de voir à la Russie, c'est à cause de la Russie. Mali est en train de faire quelque chose. Ok. Encore, vous allez voir qu'il y aura un problème. C'est-à-dire la Russie il y a des moyens d'armement pour faire face aux terroristes. Oui. Mais encore, le Mali aura des problèmes financiers et avec la manière dont les choses se passent actuellement. Vous allez voir que la France est déterminée partout au Mali. C'est partout dans la sous-région. Oui. Je ne pense pas que
même le rejet de la France du Mali n'est pas la solution. Quelle serait la solution pour vous alors? Il faut créer une compréhension entre le scientifique de l'État. Par exemple, Assimi Goïta en fait constitue la Russie. C'est ça le problème. Il faut combattre, vous allez voir. D'accord. Merci de nous décliner votre identité, s'il vous plaît, monsieur. Je m'appelle Juste. Oui, Juste. Et vous appelez de Je m'appelle de Cotonou. Cotonou. Oui. D'accord. Merci, monsieur Juste. 96, 76, 68, 68. Pour lui, c'est un faux combat que mène le Mali. Alors, il estime que le Mali, évidemment, compte sur la Russie pour mener ce combat. Mais est-ce que c'est un combat qui ne risque pas J'arrive à comprendre ce qu'il dit parce que sa position est... Bonjour, bienvenue. Amis téléspectateurs en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Très bien, monsieur, présentez-vous. Je m'appelle Mohamed. Ok, monsieur Mohamed nous appelle d'où? J'appelle de Tanguieta. De Tanguieta, d'accord. On vous écoute. Oui, moi, par rapport à... Moi, je pense que le Mali, d'abord, c'est un pays qu'il faut soutenir. D'accord. Dommage, quand on dit le dégât se passe au Mali, c'est qu'au Bénin, on ne se sent pas au terrain, on ne se sent pas concerné, c'est citoyen. Regardez bien, de toute façon, que nous sommes libérés, on dit qu'on est des malades. Qu'est-ce qui a changé en nous? Donc c'est un combat pour une autre forme d'indépendance finalement que mène le Mali. Est-ce que ça c'est normal? Il faut quand même que ça se passe. D'accord. De quelque part, il faut que la vie se dise sur les terres et on doit faire ce qu'ils font. Ils ont réussi à nous diviser parce qu'ils ont mis les pays, ils ont créé des pays, Mali, Burkina, Togo, Niger, et on voit que nous sommes différents, on voit que nous ne sommes pas les mêmes personnes. D'accord, d'accord. On dit que là-bas, dans les pays occidentaux, eux, ils vont faire plus de l'Africain, on est africain. On dit que nous sommes des mêmes continents et on doit défendre le monde. D'accord, donc il faut soutenir le Mali selon vous. Beaucoup français, on voit que nous sommes deux. On oublie que nous avons une base, il faut soutenir. Et on laisse le Mali. Merci, monsieur. D'accord. Merci, monsieur Mohamed. Merci à tout Tanguieta à l'écoute ce matin. Devant leur poste téléviseur et qui suivent IDN TV ce matin. Actu décalé de ce jour qui se consacrait donc à la tension entre le Mali et la France jusqu'où ira Goïta, à en croire Hamzat Abdoulaye, jusqu'au bout, j'ai envie de dire. Mais comme je le disais tout à l'heure, a-t-il les armes? Le Mali a-t-il les armes pour mener ce combat justement jusqu'au bout? Monsieur Mohamed, qui nous appelait de Tanguieta à l'instant, estime que c'est un combat légitime et que le Mali, justement, sinon que le continent gagnerait à soutenir le Mali. Pour le premier intervenant, monsieur Juste, le Mali n'a pas les armes, justement, de mener ce combat. Et tôt ou tard, peut-être qu'il sera lâché par la Russie, sur laquelle, justement, il compte pour se faire. Les mots de fin, oui. Oui, alors, si vous permettez, parce que c'est quand même assez important, il faut réagir là-dessus. Je répondrai sur deux points. Premier point, déjà, je pense, en tout cas pour ma part, le président Assimi Goïta ne compte pas sur la Russie. Non, il utilise un partenaire à sa disposition pour arriver à ses fins. Il est dans une dynamique de diversification de ses partenariats et il utilise les options qu'il a à sa portée. Et il faut qu'on arrête de penser que les Africains sont des naïfs, sont facilement manipulables et que tout le monde peut... Non, c'est des gens qui réfléchissent, qui ont fait des options et qui suivent leur chemin. Et deuxième chose, lorsque la CEDEAO avait sanctionné le Mali en début d'année, ils avaient tablé sur
6 mois, non pas 6 mois, quelques semaines. On s'était dit, avec ces sanctions économiques et financières, il ne tiendrait pas quelques semaines. Le régime va tomber et puis tout va rentrer dans l'ordre. On a vu ce qui s'est passé. Ça veut dire que le régime, le pouvoir a la capacité de résilience, la capacité de pouvoir atteindre ses objectifs. Et ça, c'est quand même assez important de le souligner. Ce n'est pas des gens qui agissent dans le néant. Je pense qu'ils ont une feuille de route et ils savent réellement où ils vont et ils se donnent les moyens d'atteindre les objectifs. C'est vrai que ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé, mais on voit quand même dans les faits, dans tout ce qu'on observe comme éléments sur le terrain, qu'il y a une dynamique qui est enclenchée et que voilà, il y a des moyens qui sont mis en place pour y arriver. D'accord, merci. Olivier Michel de Campos, Hamzat Abdoulaye, oui, pour finir, et j'en profite pour poser une question. Oui, alors, la junte au pouvoir, la transition, d'accord, Assimi Goïta et son équipe font face donc à la situation, mais est-ce que ce n'est pas, sinon ce ne sont pas les populations qui, en définitive, pâtissent de tout cela? Je vais bien répondre à votre question, mais je vais revenir sur l'intervention. Et c'est le mot de fin aussi. Exactement. Je vais y aller très vite. Cette intervention souligne 2 points. Le premier, c'est la décolonisation qui s'est mal faite et qui s'est perpétuée à une répétition qui ne nous a apporté aucune solution. En tout cas, pour les États colonisés par la France, on est resté dans une certaine léthargie et le problème n'a jamais été résolu jusqu'à là où nous parlons. Le deuxième point, c'est est-ce que le Mali n'est pas en train de faire le choix entre la peste et le choléra. Justement. La peste vient de partir et le choléra serait peut-être la Russie. Donc il faut l'analyser sous différents aspects. Mais ce qui est certain, c'est que, comme le disait un proverbe bambara que j'adore citer, on ne rase pas la tête à quelqu'un en son absence. Et je pense que c'est ce que les Occidentaux, surtout les Français, ont tendance à faire, des décisions à la place des Africains. Et les Africains, bien entendu, ne jouent pas effectivement leur rôle. Parce que qu'est-ce que la décolonisation? La décolonisation a été fabriquée de toutes pièces en érigeant les États avec une cartographie qui est fondamentalement biaisée, qui n'épouse pas une vision sociologique du terrain de ces États africains. Donc aujourd'hui, on en paye le prix, mais on ne peut plus revenir en arrière. Donc ce qu'il faut faire, comme l'a dit le deuxième intervenant, exactement, il faudrait réussir à consolider des États africains très forts et dynamiques qui n'ont pas de barrière à travers leurs relations. Et il faudrait aussi, deuxième point, prôner la facilité du multilatéralisme, parce que j'ai comme l'impression que le multilatéralisme est en train de mourir à petit feu. C'est-à-dire, le multilatéralisme permet aux États de négocier ou de discuter directement avec les institutions comme l'ONU pour régler leurs problèmes. Et je pense qu'aujourd'hui, en ayant sous ce schéma de 5 États occidentaux occidentaux, j'inclus bien sûr la Russie et la Chine d'une façon ou d'une autre, mais on a 5 États qui règlent tous les problèmes du monde, alors que les réalités de l'ONU, justement, alors que les réalités africaines échappent la plupart du temps à ces États. Et pour répondre à votre question, pour finir, je crois que oui, les populations pâtissent forcément d'une mauvaise orientation politique, militaire des gouvernants, évidemment. Mais la situation au Mali fait en sorte que la population soutient de façon ferme le régime, parce que, évidemment, les précédents n'ont pas apporté une solution claire. Donc aujourd'hui, il faut peut-être changer de dynamique et espérer un changement social, politique et sécuritaire. Merci Hamzat Abdoulaye, merci Olivier Michel de Campos. Vous êtes tous deux internationalistes, analystes et consultants et analystes géopolitiques. On a abordé avec vous donc ce matin la tension entre le Mali et la France, jusqu'où ira Goïta, jusqu'au bout du bout, vraisemblablement, permettez l'expression. C'est la fin de l'actu décalé, fin également de Matin d'Eden de ce jour sur Eden Télévision. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant de ce programme.